Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le rapport RTE intitulé Futur énergétique 2050. On va parler aujourd'hui du chapitre 4 sur les scénarios de production. Les trois vidéos des chapitres précédents sont déjà disponibles et les 10 suivantes le seront bientôt. Aujourd'hui, l'électricité produite en France est décarbonée à 93%. Elle a une intensité carbone de seulement 60 grammes de CO2 par kWh, alors que dans le reste de l'Europe, on est à plus de 300 grammes de CO2 par kWh. Et donc cette électricité est majoritairement décarbonée parce qu'on a beaucoup de nucléaire et une part significative d'hydraulique et d'autres énergies renouvelables, à savoir éolien et photovoltaïque, et marginalement des bioénergies. Et on a donc une faible partie, 7% seulement, d'énergie fossile, majoritairement du gaz et un petit peu de charbon et de fioul. Et à l'horizon 2050, il y a plusieurs choses qui sont certaines. Tout d'abord, le parc nucléaire historique va majoritairement fermer parce que les réacteurs arrivent en fin de vie et donc en 2050 il en restera une faible partie. Et si on le décide, il pourrait en rester rien du tout. Après, pour ce qui est de l'hydraulique, le potentiel hydraulique est déjà majoritairement utilisé en France. On peut encore ajouter quelques turbines et quelques STEPS, donc stations de transfert d'énergie par pompage. Mais la puissance supplémentaire qu'on va rajouter, elle sera compensée par une diminution du débit des cours d'eau. Et donc dans l'ensemble, l'énergie annuellement produite par l'hydraulique ne va pas bouger. Et pour les énergies renouvelables, on part du principe qu'on en aura au moins autant qu'aujourd'hui, et potentiellement beaucoup plus. Et donc nucléaire, hydraulique et minimum envisagé pour les énergies renouvelables, ça nous donne environ 200 TWh par an. Mais la consommation envisagée à l'horizon 2050 par RTE, c'est plutôt 650 TWh par an. Et donc on a 450 TWh par an à produire. Et donc il va falloir arbitrer entre les différents moyens de production décarbonés pour savoir comment on va produire cette électricité. Et donc pour ça, il y a 6 scénarios qui ont été élaborés par RTE. Donc des scénarios M sans nouveaux réacteurs nucléaires et des scénarios N avec de nouveaux réacteurs nucléaires. Alors les scénarios M, il y en a 3. Le premier, l'idée c'est d'être 100% énergie renouvelable en 2050, donc avec plus du tout de nucléaire. Le deuxième, donc M1, l'idée c'est d'être 100% énergie renouvelable en 2060 et d'avoir plutôt des énergies décentralisées. Donc des petits parcs photovoltaïques, des petits parcs éoliens terrestres, des panneaux solaires sur les toits, des énergies citoyennes, locales, etc. Et après, on a un scénario M23 qui est plutôt des énergies renouvelables centralisées avec des grands parcs éoliens terrestres, des grands parcs éoliens en mer, des grands parcs photovoltaïques. Donc ça, c'est pour les scénarios 100% énergie renouvelable à terme. Et après, les scénarios avec de nouveaux réacteurs nucléaires, eh bien, on en a trois. Le premier N1, on construit 8 EPR d'ici 2050, ce qui fait qu'on aura environ un quart de nucléaire dans le mix électrique. N2, on construit 14 EPR d'ici 2050, ce qui fait qu'on aurait environ un tiers d'énergie nucléaire dans le mix électrique. Et N03, on construit 14 EPR et on prolonge les réacteurs existants et on construit une dizaine de small modular reactors, qui fait qu'en 2050, on aura environ 50% d'énergie nucléaire dans le mix électrique. Et donc voilà les 6 scénarios de production qui sont investigués par RTE. Alors on va commencer par s'intéresser à la trajectoire de fermeture des réacteurs nucléaires existants. Alors il faut savoir que le parc nucléaire historique, il a été construit très rapidement, donc dans les années 80, donc entre 1980 et 1990, on a construit l'essentiel du parc. Et ces réacteurs, si on les arrête tous au même âge, il va y avoir ce qu'on appelle un effet falaise où ils vont tous s'arrêter très rapidement. Et donc là, on a plusieurs options de fermeture. Une première en bleu qui va être si on arrête tous les réacteurs à 50 ans. Voilà, un gros effet falaise dans la décennie 2030. Et si on les arrête tous à 60 ans, on aura un effet falaise pareil, mais un peu plus tard. Et donc ce qui est privilégié, c'est plutôt de lisser la fermeture des réacteurs pour en fermer certains à 50 ans et certains à 60 ans, mais voilà, de manière plus lissée pour avoir le temps de construire un nouveau mix de production
lorsque ces réacteurs fermeront progressivement. Donc ici, j'ai représenté la carte des réacteurs nucléaires actuels, donc avec Fessenheim qui a fermé en 2020, et donc on a encore 18 réacteurs, non, 56 réacteurs répartis dans 18 centrales. Et avec l'ouverture de Flamanville en 2023, ça fera 57 réacteurs. Voilà, donc les 6 scénarios de RTE, il y en a l'essentiel, enfin, il y en a 4 qui ont une fermeture de référence en bleu. On a le scénario M0 qui a une fermeture accélérée pour sortir du nucléaire en 2050. Et on a le scénario N03 qui ralentit la fermeture avec je crois que seulement 2 réacteurs fermés d'ici 2030. Et donc avec une sortie plus tard des réacteurs existants. Il faut savoir que c'est impossible de maintenir 50% de nucléaire entre 2035 et 2050. Si en 2035 on est à 50% de nucléaire dans le mix comme le prévoit la loi de transition énergétique pour la croissance verte, et bien alors en 2050 on aura forcément moins de 50% de nucléaire, c'est impossible d'en avoir assez. Ça voudrait dire qu'il faudrait construire plus de réacteurs, enfin plus vite des réacteurs que le rythme des années 80, ce qui est industriellement impossible. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut 50% de nucléaire en 2050, eh bien, il faut changer la loi, et il faudrait avoir donc environ 60% de nucléaire en 2035. Alors sur les nouveaux réacteurs nucléaires maintenant, une première approche, ça pourrait être de se dire, eh bien, on va construire des réacteurs nucléaires aussi vite que ce qu'on a fait dans les années 70. Donc en 1970, Georges Pompidou a décidé de lancer un programme nucléaire, et 15 ans plus tard, on avait la moitié du parc actuel qui était déjà opérationnel. Aujourd'hui, c'est plus possible d'être aussi rapide et efficace. Si on prend une décision de lancer de nouveaux réacteurs nucléaires en 2022, eh bien, on pourra attendre la première paire au bout de 15 ans. Donc, en 15 ans, nucléaire historique, on avait la moitié du parc. Nouveau nucléaire, en 15 ans, on aura 2 réacteurs. Et ensuite, il faudra encore des délais entre chaque paire. Donc avec voilà, une paire toutes les 4-5 ans. Ces nouveaux réacteurs, ils seraient plutôt à Penly pour la première paire, donc en Normandie. La deuxième serait à Gravelines dans les Hauts-de-France. Et la troisième, elle serait en Auvergne-Rhône-Alpes, donc soit à Tricastin, soit à Bugey. Bon alors pourquoi il y a autant de temps, autant de délais pour la construction de réacteurs? Tout d'abord, il y a la question du contexte industriel. Dans les années 70, le pays était beaucoup plus industrialisé qu'aujourd'hui. Et donc pour faire de grands projets industriels, c'était plus pratique. Il y a aussi la question de la complexité des nouveaux réacteurs. Donc les réacteurs sont beaucoup plus gros et plus sûrs, les réacteurs EPR, que les réacteurs de deuxième génération. Mais donc c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre et à construire. Donc ça prend plus de temps. Et après, il y a surtout la question des procédures de concertation et d'autorisation. Donc en 1970, Pompidou disait on y va et on y allait, on ne demandait pas leur avis aux gens. Aujourd'hui, si on fait de grands projets comme ça, il y a de grandes procédures de concertation qui prennent du temps. Et donc comment ça va se traduire sur l'évolution de la puissance installée en nucléaire? Bon, déjà dans les scénarios sans nouveaux réacteurs nucléaires, donc M1, M0, M1 et M23, on a une baisse et pas de nouveaux réacteurs. Dans les scénarios avec des nouveaux réacteurs nucléaires, eh bien on va avoir des nouveaux réacteurs nucléaires qui vont pas du tout compenser la sortie du nucléaire dans le scénario N1. Dans N2, on va aussi avoir une forte baisse du parc total. Et dans N03, on aura une baisse dans la décennie 2040, puis une stabilisation grâce aux nouveaux réacteurs construits et aux petits réacteurs modulaires. Donc au final, si on s'intéresse à N03, il y aura environ 50 gigawatts de nucléaire en 2050, dont 23 gigawatts de PR et 4 gigawatts de SMR, et du coup donc 23 gigawatts de nucléaire historique, pour un total de 325 TWh par an. Et donc 325 TWh par an, c'est la moitié de la consommation de référence
qui est de 650 TWh. Mais ça, c'est pour la trajectoire de consommation de référence. Dans la trajectoire de sobriété, donc avec seulement 550 TWh par an, eh bien on aurait plus de 50% de nucléaire, donc je crois de l'ordre de 60%. Et dans la trajectoire de réindustrialisation, avec 750 TWh par an, on aurait un peu moins de 50%, je crois un peu plus de 40% de nucléaire. Donc là, ce chiffre de 50%, c'est pas une hypothèse de l'étude, c'est vraiment un résultat. Et voilà, pour des raisons industrielles, on ne pourra pas avoir plus de 50 gigawatts de nucléaire en 2050, et ça correspond à la moitié de la consommation de référence. Alors si on s'intéresse au rythme de développement des énergies renouvelables maintenant. Alors tout d'abord, le photovoltaïque. Donc on a représenté ici le rythme de développement du photovoltaïque dans les 6 scénarios, donc N03, N2, N1, M23, M1 et M0. Et donc ce qui est représenté, c'est la nouvelle capacité en puissance installée chaque année. Donc là, dans le scénario N03, il faut rajouter 2 gigawatts de solaire chaque année. Dans M1, il faut rajouter 7 gigawatts tous les ans. Donc on peut comparer ces rythmes de développement à ce qui a été fait dans le reste de l'Europe ces 10 dernières années. Et donc le pays qui a installé le plus de photovoltaïque ces 10 dernières années, c'est l'Allemagne. Elle en a installé 4 gigawatts par an. Ça veut dire que les scénarios N et le scénario M23, eh ben, ils demandent d'installer moins de photovoltaïque que le rythme d'installation en Allemagne. C'est tout à fait raisonnable. Enfin, c'est faisable en tout cas. Les scénarios M0 et M1, ça veut dire qu'il faut être plus rapide, plus ambitieux que ce qui a été l'Allemagne ces 10 dernières années. Donc c'est ambitieux. C'est pas irréaliste, mais c'est ambitieux. Et après, si on regarde l'éolien terrestre, ça reste raisonnable dans tous les scénarios, donc avec M0 et M23 qui demandent un rythme assez soutenu, donc presque aussi important que ce qui a eu lieu en Allemagne ces 10 dernières années. Et si on regarde l'éolien en mer, bien là, il va falloir être vraiment très ambitieux dans le scénario M0 et M23. Il va falloir installé 2 fois plus vite de l'éolien en mer que ce qui a été fait au Royaume-Uni, qui était le pays le plus rapide d'Europe sur le sujet. Si on regarde par rapport au rythme actuel de développement en France, donc là en pointillé, c'est le rythme prévu par la programmation pluriannuelle de l'énergie donc en France à l'horizon 2030 environ. Et donc pour le photovoltaïque, selon le scénario, soit on va pouvoir se permettre de ralentir le rythme de développement, soit il va falloir fortement accélérer par rapport au rythme de développement actuel. Pour l'éolien terrestre, tous les scénarios demandent un rythme de développement plus faible que celui actuel d'ici 2030. Donc voilà, la RTE est assez prudent sur le développement de l'éolien. Par contre, sur l'éolien en mer, là, le rythme de développement est beaucoup plus élevé dans les scénarios à M0 et M23, est beaucoup plus élevé que le rythme actuel de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et donc, au final, on en est à combien? Le minimum de chaque scénario, ça va être 70 gigawatts de solaire, 43 gigawatts d'éolien terrestre, 22 gigawatts d'éolien en mer et 29 gigawatts d'hydraulique. Bon, là, c'est assez commun à tous les scénarios. Donc, tous ces scénarios, en particulier les scénarios à forte, les 100% énergie renouvelable sont ambitieux, mais ils ne sont pas irréalistes. Par contre, il y a des enjeux de faisabilité sur M1, donc pour le photovoltaïque, donc avec un volume significatif de photovoltaïque. En M23, c'est surtout sur l'éolien en mer. Et pour M0, c'est les deux, le photovoltaïque et l'éolien en mer, ça va être tendu. Alors j'ai parlé d'énergie éolienne, d'énergie photovoltaïque, mais il n'y a pas que ça comme énergie renouvelable, il y a aussi l'hydraulique, les bioénergies et les énergies marines. Alors pour ce qui est de l'hydraulique tout d'abord, il y en a 3 types. Il y a ce qu'on appelle l'hydraulique au fil de l'eau. Il y a l'hydraulique de lac et l'hydraulique de steppe. Donc les steppes, c'est des stations de transfert d'énergie par pompage. L'idée c'est qu'on a un barrage avec un réservoir en haut et un réservoir en bas. Et donc on peut faire passer l'eau du réservoir haut vers le réservoir bas à travers une turbine pour produire de l'électricité.
et utiliser une pompe qui consomme de l'électricité pour remonter l'eau du réservoir bas vers le réservoir haut. Donc ça permet de stocker l'électricité sous forme d'énergie potentielle de l'eau du réservoir en haut. Donc aujourd'hui, on a 26 gigawatts d'hydraulique, donc en prenant en compte l'hydraulique au fil de l'eau qui n'est pas pilotable, l'hydraulique des lacs qui est pilotable et les steppes. Et tout ça, ça permet de produire environ 60 TWh par an, ce qui est environ 15% de la production d'électricité. Donc c'est assez variable selon les années. Et donc d'ici 2050, l'idée c'est d'augmenter un peu la puissance installée en steppe et en hydraulique de lac, mais ça ne va pas changer significativement. Et ça, c'est une hypothèse commune à tous les scénarios. Maintenant, pour ce qui est de la bioénergie, des bioénergies, il y en a plusieurs. Il y a les déchets, il y a le biogaz et la biomasse bois. Donc là, l'idée, c'est de brûler du bois pour faire de l'électricité. Et donc aujourd'hui, tout ça, c'est environ 2 gigawatts. Ça représente 10 TWh par an, soit 2% de la production d'électricité nationale. Et à l'horizon 2050, ça va marginalement évoluer. Pour ce qui est des énergies marines maintenant, il y en a plusieurs types. Il y a l'hydrolien, l'idée c'est d'avoir une hélice dans l'eau qui récupère l'énergie des courants marins. Et donc ça, c'est envisagé à moyen terme, mais pas à court terme parce que c'est encore peu mature et assez cher. Il y a l'énergie marémotrice qui permet de récupérer l'énergie des marées. Il y a l'énergie houlomotrice qui permet de récupérer l'énergie des vagues. Et après, il y a l'énergie thermique des mers, où l'idée c'est de bénéficier d'une différence de température entre l'eau de surface et l'eau de profondeur. Et donc, comment ça va évoluer ces énergies marines? Aujourd'hui, on n'en a pas. Et d'ici 2030, il n'y en a pas qui sont envisagés par RTE. Et ensuite, RTE se dit que dans les scénarios avec nucléaire, il n'y aura pas d'enjeu à développer ces énergies. Et dans les scénarios M0 et M23, eh bien, on va avoir un développement assez important d'énergie marine d'ici 2050-60, donc avec voilà, jusqu'à 3-4 gigawatts. Et dans les autres scénarios, enfin dans le scénario M1, qui mise surtout sur des parcs décentralisés, eh bien, il y aura peu de déploiement de ces énergies. Alors jusqu'à présent, on avait pas mal de centrales à fuel, à charbon et à gaz. Mais ces centrales, en particulier les centrales à fuel et à charbon, on est en train de les fermer, voire on les a déjà fermées. Des groupes fuel, on n'en a plus. On a encore quelques turbines à combustion au fuel, mais des groupes fuel, on n'en a plus. Des centrales à charbon, on les a presque toutes fermées. Il reste celle de Cordemais et celle de Gardanne, je crois, donc en Provence, donc qui est en train d'être convertie à la biomasse. Donc ça c'est pour fuel et charbon. Et pour ce qui est du gaz, là par contre, il n'y a pas de projet de fermeture. On a même ouvert une nouvelle centrale à Landivisiau. Comment le parc thermique va évoluer dans les décennies qui viennent? Bon, déjà, le cadre, c'est qu'il y a un développement des énergies renouvelables et un maintien de nucléaire. Et donc pour le gaz, ça va être réduire la durée d'utilisation des centrales. Et le gaz qu'on continuera à utiliser dans ces centrales à gaz, l'idée c'est qu'il soit décarboné, enfin, bas carbone. Donc pour ça, il y a plusieurs possibilités. Soit utiliser de l'hydrogène décarboné, soit utiliser du biométhane, donc du gaz produit à partir de résidus agricoles dans des méthaniseurs. Mais là, il y a un potentiel limité et il vaut mieux utiliser ce gaz-là pour remplacer les usages actuels du gaz. Une autre option, c'est de faire du méthane de synthèse, donc à partir d'hydrogène. Et la dernière possibilité, c'est d'utiliser du gaz fossile, mais de faire de la capture et du stockage du carbone. Donc Carbon Capture and Storage. Et donc pour ça, l'idée c'est d'utiliser du gaz fossile et de récupérer le CO2 en sortie de cheminée pour le stocker profondément sous terre. Actuellement, c'est plutôt l'hydrogène qui est envisagé par RTE. Et donc comment ça se traduit sur le mix, le parc installé? Donc, depuis 2016, on a entamé une réduction importante du parc de fuel et de charbon. Il en reste encore un peu.
Et d'ici 2030, l'idée c'est qu'il n'y ait plus du tout de charbon et presque plus de fuel, donc en puissance installée. Pour ce qui est du gaz, par contre, c'est stable jusqu'en 2030. Et ensuite, il y aura plus que du gaz, et il y a même potentiellement une sortie du gaz envisagée. Si on part sur des scénarios avec beaucoup de réacteurs nucléaires, on sortira du gaz d'ici 2040, voire 2050. Et si on part sur des scénarios avec beaucoup d'énergie renouvelable, là il faudra doubler, voire tripler le parc de centrales à gaz. Mais donc ces centrales seront utilisées moins souvent et avec des combustibles décarbonés, donc ça ne remet pas en cause l'objectif de neutralité carbone. Alors, quels sont les enseignements d'RTE concernant cette production d'électricité? Il y a l'enseignement numéro 5 qui est se passer de nouveaux réacteurs nucléaires implique des rythmes de développement des énergies renouvelables plus rapides que ceux des pays européens les plus dynamiques. On a l'enseignement numéro 17 pour 2030, développer les énergies renouvelables le plus rapidement possible et prolonger les réacteurs nucléaires existants, dans une logique de maximisation de la production bas carbone, augmente les chances d'atteindre la cible du nouveau paquet européen, moins 55% net. Et on a le dernier enseignement d'RTE qui est le numéro 18. Quel que soit le scénario choisi, il y a urgence à se mobiliter. Donc les décisions sur le mix de production à l'horizon 2050 doivent se prendre dès aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. La prochaine traitera du mix de production-consommation, donc on pourra voir les croisements entre les scénarios de production et les scénarios de consommation. C'était Barla Énergie Climat, merci et à très bientôt.